Et bonjour. Cette semaine, un spécial locution. Une locution, c'est un groupe de mots figés qui a un sens particulier, comme s'il s'agissait d'un mot unique. Exemple, clé anglaise, c'est une locution. Une clé espagnole, non. L'escabeau de Pasteur, pas une locution. L'échelle de Richter, oui, ça c'est une locution. C'est parti, bonne chance à tous. Locution du XVIIe siècle, elle caricature le nom d'un broyat de prêle et de nantes safranées afin de se moquer du charlatanisme. Le Nantes safrané est plus connu sous les noms de fenouil d'eau ou de pimpin. La poudre de prêle et de pimpin aurait, par caricature, donné la poudre de perlimpinpin, créant ainsi un mot avec une consonance de formule magique. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Au IVe siècle avant JC, Syracuse, cité grecque, était dirigée par le tyran Dénis. Des courtisans lui rappelaient sans cesse la chance qu'il avait de régner sur la ville. Tant et si bien que Dénis proposa à l'un d'entre eux de prendre sa place pour une journée. Au banquet, le courtisan s'installa à la place d'honneur. Il était ravi de la situation, jusqu'à ce qu'on l'incite à regarder au-dessus de lui. Trouvez ce qu'il y avait au-dessus de lui, et comment s'appelait ce courtisan, et vous devinerez cette locution. Un objet dangereux était suspendu, tenu par un simple crin de cheval. L'objet était une épée. Le courtisan s'appelait Damoclès. Depuis, la locution épée de Damoclès est utilisée pour désigner un péril majeur permanent. L'anémomètre, le plus rudimentaire qui soit, est à l'origine de cette locution. On l'emploie pour parler d'une décision fondée sur une impression approximative, sans données sérieuses. Une démarche pas rigoureuse du tout. Au doigt mouillé, d'après la méthode la plus basique pour déterminer la force et la direction du vent, mais aussi la moins précise. Dire d'une action ou d'une prise de décision qu'elle a été faite au doigt mouillé est clairement péjoratif. C'est l'écrivain et journaliste américain O. Henry qui emploie en 1904 pour la première fois cette locution. Il séjourne alors au Honduras et parle des rapports entre les États et certaines grandes compagnies américaines comme la United Fruit Company. Quel surnom O. Henry a-t-il donné à ce type d'État ? Le président de cette compagnie disait « Au Honduras, il est moins cher de s'acheter un député qu'une mule ». Puisque la United Fruit Company faisait surtout le commerce des bananes, O. Henry a parlé alors de république bananière. L'expression est restée pour désigner un régime corrompu, manipulable par des intérêts privés étrangers. Locution familière qui désigne une légère malformation. Elle était une cause de réforme à l'époque des armées de la Révolution et de l'Empire. En ces temps, pour recharger, il fallait déchirer la cartouche en carton contenant la poudre en la mordant, tout en tenant le fusil de l'autre main. Les appelés ainsi réformés en étaient heureux, d'où cette locution. The way that worked, took one of these paper cartridges, bit it off with your teeth, you primed it directly from the paper. Donc,
Les soldats devaient déchirer la cartouche avec leurs dents. Ceux qui avaient les incisives trop écartées ne le pouvaient pas. Et ils étaient réformés. D'où cette locution, les dents du bonheur. Bon, c'est à moitié une légende. On réformait surtout en cas d'incisive manquante. L'appellation dents du bonheur était donc au départ réservée à ces cas. Puis l'expression s'est étendue à ceux qui avaient les dents tellement écartées que ça rappelait ceux à qui il manquait des dents de devant. Le nom médical de cette affection est diastème, du grec diastéma, intervalle. À Saint-Pétersbourg, à partir du XVIIIe siècle, un des amusements d'hiver était des pistes de luge aménagées artificiellement. Ailleurs, ces installations ont été nommées par une locution qui porte la trace de leur origine géographique. Hors saison, quand il n'y avait plus de neige ou de glace, les luges ont été remplacées par des chariots à roues, puis par des wagonnets sur rail. Cette attraction a été associée à son pays d'origine par l'appellation montagne russe. Les astronomes babyloniens avaient remarqué 6 corps célestes en rotation. Le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le domaine au-delà était évoqué par une locution encore utilisée en poésie. Au-delà, il devait y avoir les dieux, donc un espace de bonheur absolu. Chacun de ces 6 corps formait un ciel. Au-delà se trouvait le bonheur du septième ciel. Au début de l'ère industrielle, les installations qui fournissaient le combustible pour l'éclairage et bien d'autres choses étaient vues comme particulièrement compliquées, avec leur grande tuyauterie de partout. De ce fait, l'allocution qui les nommait est devenue dans l'industrie un synonyme de complexe. Avec le temps, elle a même pris un sens péjoratif, trop complexe, surdimensionné, faible retour sur investissement. Le gaz servait à l'éclairage, à l'industrie et à la vie domestique urbaine. Les usines à gaz qui le produisaient ne ressemblaient pas aux autres bâtiments industriels. De compliqué comme une usine à gaz, on est arrivé à la notion de inutilement trop compliqué. Aujourd'hui, on qualifie même d'usine à gaz un projet ou une réalisation immatérielle. Cette locution elliptique est extraite de cette phrase complète qui date du XIIIe siècle. Nous vous aimons à ce point et de telle façon que celle qui, de nous deux, vous aime déjà mieux que l'autre, vous aime encore mieux. Course ou rivalité à celui qui en fera le plus pour le bien et le meilleur. À qui mieux mieux. À qui mieux mieux. Le mot latin pompa, pour apparat, procession, a donné en français un nom d'objet décoratif. Puis en américain, une locution qui désigne la fille qui porte ces objets. Une membre d'un groupe qui se produit lors d'événements. Le mot latin pompa a donné en français pompe et l'objet décoratif pompon. Passé à l'anglais sous la forme de pom-pom, sa porteuse est une pom-pom girl. Cette locution pom-pom girl est en fait un faux anglicisme. L'appellation aux États-Unis est cheerleader.
La diffusion de cette locution vient d'un film de 1976, The Pom Pom Girls, ou Lâche-moi les baskets en version française. Dans ce film, un groupe de filles choisit ce nom pour une formation de cheerleader. Brown International Pictures presents The Pom Pom Girls. The Pom Pom Girls. Aux États-Unis, cela a donné pendant un temps une désignation alternative à cheerleaders en référence au film. Mais le souvenir de ce film vieilli et s'estompant, Pom Pom Girl a quasiment disparu du vocabulaire américain. Alors qu'en français, vu que cette pratique était inconnue auparavant, elle a été découverte avec ce film, du coup, la locution est restée. Vous avez peut-être remarqué que depuis le 2e épisode, nous avons des sous-titres, à la fois en français et en anglais. Et ce ne sont pas des sous-titres bricolés par l'intelligence artificielle ou par reconnaissance vocale, avec son lot d'erreurs, mais de vrais sous-titres faits par de vrais gens. En français, ça peut aider tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'utilisent pas le son. Et en anglais, ça peut être un soutien à ceux qui s'intéressent à la langue française ou l'apprennent sans la maîtriser pleinement. Pour les activer, c'est en bas de l'écran de YouTube. Sur ce point, comme sur les autres, nous tâchons de vous offrir une chaîne de qualité, en commençant par des recherches étymologiques poussées, pas par simple copiage de premiers sites trouvés, puis en soignant l'équilibrage du jeu en termes de niveau de difficulté, et en proposant des images qui vont un peu plus loin que la simple illustration dès que nous le pouvons. Vous appréciez et vous voulez soutenir ce travail ? Pour l'instant, le plus simple, c'est de s'abonner, d'activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes, de mettre un j'aime ou like en cliquant sur le pouce en l'air, le tout étant absolument gratuit. N'hésitez pas à nous dire vos scores en commentaire. À la semaine prochaine.